Comment identifier précisément le top de cycle de Bitcoin? Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la meilleure manière pour identifier le top, l'ATH final de Bitcoin sur un cycle. Donc dans ce cours aujourd'hui, on va apprendre à repérer les sommets de marché de BTC grâce à des indicateurs fiables, grâce à une confluence de plusieurs signaux et avec une approche méthodique pour pouvoir protéger ses gains et éviter la phase de distribution. Alors déjà en introduction, la question qu'on va se poser c'est pourquoi c'est vital? Eh bien tout simplement parce que 90% des profits que vous allez réaliser sont faits en vendant au bon moment. Mais aussi parce qu'en identifiant correctement le top de Bitcoin, eh bien vous allez pouvoir préparer toute votre stratégie, tout votre plan, tous vos paliers de sortie progressifs, vos TP intermédiaires et avoir une stratégie vraiment bien rodée et une bonne gestion psychologique de vos positions. En plus de ça, il faut savoir que les tops de cycle ne sont jamais évidents en temps réel. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le top a eu lieu, vous avez plein de personnes qui viennent vous dire « Bah oui, le top, il était ici ». Mais sur le moment, c'est jamais si simple que ça de l'identifier et d'affirmer avec certitude qu'on est sur un top. Pour ça, il faut des outils et l'objectif derrière, évidemment, tous ces éléments que je viens de vous citer, c'est d'éviter la phase de FOMO terminal, éviter de faire ce que font 90% des retails qui rentrent pendant un bull market. Alors déjà, on va regarder des indicateurs on-chain. On-chain, ça veut dire quoi? C'est qu'on va regarder directement les données qu'on a sur la blockchain, qu'est-ce qui se passe en temps réel. Un premier indicateur qui peut être intéressant à observer, c'est le MVRV-Z Score. Et là, vous avez une lecture relativement simple pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sur cet indicateur. Donc, vous pouvez par exemple celui-là le retrouver sur CoinGlass. Tout simplement, lorsque le MVRV dépasse le niveau 7, alors on est probablement sur un seuil critique. Si on regarde sur chaque bull market, sur chaque bull run qu'on a eu, et ben effectivement, quand le MVRV il a dépassé le seuil des 7, et ben ça a généralement marqué un top. Là, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a un MVRV qui est plutôt aux alentours des 2,53. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il nous laisse une certaine marge de progression sur BTC. Mais voilà, encore une fois, si vous regardez sur les cycles précédents, à chaque fois qu'on a eu des tops sur le MVRV, et ben ça a été des tops de marché aussi sur le cours de Bitcoin. Donc là, vous voyez à l'écran, vous avez le cours de Bitcoin en jaune. D'accord? Donc ça, c'est un indicateur qui peut être intéressant. Comme je l'ai dit, ça a bien fonctionné sur les cycles 2013, 2017 et 2021. Et en gros, ça vous permet d'évaluer si justement le marché il est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa base de coût. Ensuite, on a le P-Cycle Top Indicator. Alors celui-là, personnellement, je suis un peu moins fan. Mais je vous l'ai mis quand même dans la liste, il peut être intéressant à observer. Pareil, donc celui-là, vous pouvez le retrouver sur Bitcoin Magazine Pro. Et donc là, on voit que généralement, lorsque le prix est passé au-dessus de la moyenne mobile verte, que vous voyez ici à l'écran, qu'on est venu la chercher ou qu'on l'a dépassé, ça a indiqué un top de marché. Là, ce qui est intéressant à observer à nouveau, c'est qu'on voit qu'il nous reste une certaine marge, encore une fois, de progression avant d'atteindre cette zone. Donc, ce qui nous montre qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un top de marché. Ensuite, on va avoir le Hodl Ratio. Alors là, c'est un indicateur que personnellement, je trouve très très intéressant. Il nous permet de mesurer, d'identifier lorsque les nouveaux détenteurs détiennent et dominent en fait sur le marché. Vous allez me dire, ok Alex, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que ce soit les nouveaux détenteurs ou pas qui dominent sur le marché? En fait, on s'en fout pas du tout parce que à partir du moment où vous identifiez que les nouveaux détenteurs de Bitcoin sont majoritaires, ça veut dire qu'il y a un pic d'euphorie sur le marché. Donc là, on voit que pareil, sur les cycles précédents, à chaque fois qu'on a eu des tops sur ce Hodl Ratio, et bien justement, ça a été des tops aussi sur le cours de Bitcoin. Et à nouveau, là encore, on observe qu'on a une certaine marge avant d'atteindre une zone critique, entre guillemets, sur cet indicateur, ce qui veut dire que là aussi, on n'est absolument pas sur un top de marché sur BTC. Ensuite, et vous le connaissez probablement, on a le SOPR, donc Spend Output Profit Ratio. Donc là, pareil, avec une identification assez rapide, on va pouvoir voir si le marché est en phase, entre guillemets, de surchauffe. D'accord? Donc pareil, là, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver notamment sur Glassnode. Et là encore, à nouveau, en ce moment, on voit qu'on est sur des niveaux relativement bas. On n'a pas de pic actuellement sur le SOPR. Donc ça veut dire que le marché, quand bien même on est sur des niveaux de prix, des niveaux de valorisation assez élevés, on n'est pas sur une phase de surchauffe.
On voit que des fois, on a des chutes brutales sur ce SOPR. Lorsque c'est le cas, ça veut dire tout simplement qu'on a un début de phase de distribution. Donc ça peut être un indicateur intéressant pour observer un certain démarrage potentiellement sur le marché. Donc ça, c'était plutôt pour les indicateurs on-chain. On va désormais pouvoir regarder aussi des indicateurs de marché. Déjà, un indicateur qu'on regarde très souvent et dont je vous parle très régulièrement, c'est la dominance de Bitcoin. Effectivement, en fonction de si la dominance est très élevée ou très faible, on va pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans le cycle. D'accord? Généralement, la première partie du cycle, Bitcoin voit sa dominance grimper et ensuite, on a une rotation des capitaux vers des actifs moins capitalisés, donc vers Ether et vers les altcoins. Et à ce moment-là, généralement, la dominance corrige. C'est ce qui s'est passé sur les précédents cycles. Et là encore, on a un indicateur qui nous montre qu'on n'est pas sur une phase, on n'est pas sur un momentum de top. Au-delà de la dominance, vous pouvez regarder aussi l'Altcoin Season Index. Hop, il est juste ici, qui peut vous permettre de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aussi dans le cycle. Est-ce qu'on est sur une Bitcoin Season ou on est sur une Alt Season actuellement. Et là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans la Bitcoin Season. Et on n'a pas eu encore vraiment une phase d'Alt Season. On a eu une petite en fin 2024, mais qui a été vraiment de très très courte durée. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sait que, comme je le disais juste avant, l'Alt Season, elle arrive plutôt en général en fin de cycle. D'accord? Puisqu'on a d'abord des capitaux qui sont concentrés sur BTC et après on a un ruissellement des liquidités qui s'effectue sur le reste du marché. D'accord? D'ailleurs, si on prend en compte ces indicateurs-là, on peut se dire qu'actuellement on est dans une phase d'accumulation intéressante sur les altcoins. Étant donné que la dominance de Bitcoin est encore haute et que l'Altcoin Season Index, lui, est encore bas. Ensuite, on va pouvoir regarder des données un petit peu d'order flow, donc l'open interest et les funding rates. Alors ça, c'est des indicateurs que personnellement j'utilise énormément au quotidien pour mon trading. L'open interest, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble des positions ouvertes sur les contrats futurs sur Bitcoin. Enfin, sur Bitcoin, vous pouvez les retrouver sur les autres crypto-monnaies, mais en général, moi je regarde particulièrement Bitcoin. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous avez un open interest qui explose à la hausse, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché, et donc ça peut vous indiquer une certaine euphorie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'open interest, en le connectant avec les funding rates, ça va nous permettre de savoir si toutes ces positions qui sont ouvertes, ce sont plutôt des positions acheteuses ou des positions vendeuses. Comment faire? Tout simplement, si vous voyez que l'open interest explose à la hausse et que les funding grimpent, d'accord? Et ça veut dire tout simplement qu'on a des positions majoritairement à l'achat qui sont ouvertes. Inversement, si vous avez votre open interest qui explose avec des funding qui descendent, c'est tout simplement qu'on a des positions short majoritairement qui sont ouvertes. Et donc ça vous permet en direct de voir un petit peu le comportement des intervenants sur le marché. Et après, ce que je peux vous inviter à regarder aussi, c'est tout ce qui va être Google Trends et sentiments. D'accord? Donc là, ça va vous permettre de voir un petit peu... alors d'ailleurs, j'aurais presque pu mettre plutôt cet indicateur-là dans la partie macro et full, puisqu'en gros, ça va vous permettre d'avoir des indications sur le sentiment des intervenants. Est-ce qu'ils sont bullish? Est-ce qu'ils sont bearish? Est-ce qu'on a beaucoup de retail qui recherchent sur Internet comment acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum? Ça va vous permettre de voir un petit peu le niveau d'attractivité auprès du grand public du marché crypto. Et justement, une très bonne manière de voir ça, c'est du coup avec l'indice Fear and Greed. Donc là, on passe à la partie indicateur macro et full, ce que dit l'instinct collectif. Et donc l'indice Fear and Greed, effectivement, peut être assez intéressant pour identifier si on est dans une phase de panique ou si on est dans une phase d'euphorie. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sur un niveau de confiance assez important sur le marché crypto. On a un indice Fear and Greed qui est à 69, donc c'est un niveau relativement haut, d'accord? Mais on n'est pas encore dans une phase extrême. D'accord, on n'est pas dans l'extrême grid, donc on a encore là aussi une marge de progression avant d'arriver sur ces niveaux-là. Sachant qu'en plus de ça, si par exemple Bitcoin était amené à corriger de quelques pourcents, très probablement qu'on reviendrait sur un niveau neutre. Exemple, au moment où je vous tourne la vidéo, on a le cours de Bitcoin qui est à peu près 103 000 $. Typiquement, pour moi, si BTC revient tester, alors peut-être pas 74 000, mais plutôt en daily les 90 000 $, c'est tout à fait possible qu'on ait un indice Fear and Greed qui revienne en zone neutre aux alentours des 50. Ensuite, vous pouvez aussi regarder les tendances des tokens sur Binance, Coinbase, sur les principaux exchanges, puisque lorsqu'on a des petites capitalisations qui sont en train d'exploser un petit peu partout, généralement c'est qu'on rentre dans la phase de folie euphorique, un petit peu dans la phase de FOMO qui intervient généralement en fin de cycle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on avait une rotation des capitaux, des grosses capitalisations vers les plus petites. Et donc généralement quand on a une folie euphorique sur les micro-caps,
sur les low caps, sur les gems, vous les appelez comme vous voulez, bah là aussi c'est plutôt un indicateur de fin de cycle. Et enfin, un indicateur hyper intéressant que vous pouvez regarder, c'est le SSR, donc le Stablecoin Supply Ratio. Et là, en gros, c'est un indicateur qui va vous permettre d'observer si les intervenants sur le marché ont encore des munitions. Donc en gros, est-ce qu'ils ont encore des stablecoins de disponibles ou est-ce qu'ils sont all-in? Est-ce qu'ils ont injecté tous leurs stablecoins dans le marché? Pourquoi c'est super intéressant? Parce que si vous avez des investisseurs qui sont all-in, généralement, on est plutôt proche d'un top. Quand tout le monde a injecté toute sa liquidité, tous ses stablecoins, c'est que généralement, on approche plutôt d'un top. Okay, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le SSR est encore relativement bas. D'accord, ce qui montre qu'on a encore pas mal de personnes qui ont de la liquidité disponible, des stablecoins disponibles qui peuvent être injectés dans le marché. Et ça, encore une fois, c'est pas un indicateur de top actuellement selon moi sur BTC. Donc la petite checklist que vous pouvez vous faire, c'est celle-ci. Bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs. Là, je vous ai donné une base synthétique, mais vous pouvez rajouter plein d'autres choses, que ce soit des indicateurs on-chain, des indicateurs techniques, avec l'utilisation par exemple de la prolongation de Fibonacci. Vraiment, il y a plein d'autres choses que vous pouvez rajouter dans cette checklist. Ce qui est hyper important, c'est ce que je vous répète à chaque fois, c'est de vendre par palier. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'attend pas le top qu'on a soi-disant identifié pour sortir. Non, il faut sortir progressivement de manière intelligente. Parce que c'est très compliqué d'identifier le bottom parfait et le top parfait. On n'en a jamais la certitude totale. Donc pour être tranquille et pour faire les choses correctement, il faut alléger ses positions au fur et à mesure que le prix se valorise. D'accord? Et plus vous avez de signaux justement qui se confirment, plus il faut sortir massivement. Je vous ai fait une petite liste des outils que je vous recommande, CoinGlass, CryptoCant, Glassnode qui sont mes préférés, mais vous en avez d'autres qui peuvent être intéressants aussi. Donc de toute façon, vous avez vu avec les différents onglets que j'ai pu vous partager aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Fin.